Hello à tous, juste un petit mot avant que ça commence. Bienvenue déjà sur cette vidéo qui contient du coup les 9 épisodes de ma série théorie du développement personnel. Donc vous avez le cours complet du coup dans cette unique vidéo. J'avais déjà posté les 3 premiers épisodes individuellement sur YouTube. J'avais eu énormément de retours positifs, beaucoup de gens étaient très contents, que ce soit en commentaire ou même en message privé. Mais bizarrement YouTube mettait assez peu en avant les vidéos, sûrement parce que le format de une vidéo par jour, etc. machin, ne code plus trop avec l'algorithme actuel de YouTube, qui est surtout sur les recommandations. C'est pourquoi j'ai décidé de tout mettre en une seule vidéo. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez apprécié ce contenu, si vous appréciez ce contenu, de mettre un like, de mettre un commentaire, de vous abonner et de montrer à YouTube de toutes les manières que vous pouvez que vous avez apprécié ce contenu pour qu'il soit mis en avant. Parce que si ça vous a aidé vous, peut-être que ça peut aider d'autres gens et c'est mon but d'aider le maximum de personnes. Du coup, voilà, aidez-moi à accomplir cette mission-là en m'aidant à partager cette vidéo le plus possible, si ça vous a plu, bien évidemment. Et du coup, moi je vous dis bon visionnage, profitez bien. Si vous avez du coup des questions, les commentaires sont là. N'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, c'est tout pour moi. Bon visionnage. Hello à tous, ouais, il n'y a personne, je sais, j'arrive une petite seconde, je fais le tour. Vous devriez me voir maintenant. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est la première vidéo d'une série de vidéos que je vais faire sur la théorie du développement personnel. Ça va être assez court, ça va vraiment être une introduction à la théorie du développement personnel. Donc il y aura 8 vidéos, ce sera une petite série de vidéos qui vont durer toutes entre 5 et 10 minutes. Le but c'est pas d'être trop long, ça servirait à rien. C'est vraiment, le but c'est de voir les bases un peu nécessaires à mon avis pour faire du développement personnel de la bonne manière. Donc j'ai un problème, c'est que forcément quand on utilise le mot développement personnel, on a tout de suite l'air d'un charlatan, ce qui est un problème. Mais aujourd'hui on va vraiment essayer de faire quelque chose d'assez, pas rigoureux, mais ouais, un peu rigoureux, un petit peu scientifique, pseudo-scientifique plutôt. Et on va vraiment essayer d'aller dans le bon sens et de montrer des choses qui font sens et qui sont assez logiques. Et du coup pour ça, je vous ai préparé une petite série de vidéos, je vais vous dire dans les grandes lignes là de quoi on va parler dans cette série. Donc là c'est la petite vidéo introduction, je vais expliquer dans quelques instants pourquoi j'ai fait cette série là, pourquoi, qui je suis entre guillemets dans les grandes lignes. Bon ça ce sera pour cette vidéo là. Ensuite on va juste voir un axiome fondamental du développement personnel. Donc pour ceux qui ne savent pas, un axiome en maths et donc peut-être ça existe ailleurs, je ne sais pas trop, c'est en gros quelque chose qu'on ne démontre pas, qu'on admet comme vrai et qui sert un peu de base, de fondement à une théorie. Du coup, c'est le cas, on aura aujourd'hui un axiome du développement personnel qui nous servira un peu de base pour construire tout ce qu'on va construire après. Ensuite, on verra comment on peut décomposer un objectif, établir un processus, former une habitude, extraire ses pensées, comment on peut utiliser la feedback loop, comment on peut catalyser son développement et ce sera tout. Du coup, ça fait 8 vidéos normalement si on compte. Ouais, c'est ça. Bon, les titres sont bien évidemment assez larges, ce sera beaucoup plus précis dans la vidéo. Le but, c'est justement, en gros, c'est les titres des vidéos que vous venez de voir là. Ce sera beaucoup plus précis, j'aborderai des sujets intéressants, je pense, et nécessaires pour aller dans le bon sens. Bon, alors qui je suis déjà, c'est important quand même. Moi, je suis Thomas, je m'appelle Thomas, j'ai 18 ans. Je suis étudiant à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, je viens de finir ma première année. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un cursus qui est quand même assez sélectif et assez difficile. Et donc, il m'a appris beaucoup sur comment devenir, j'ai dû forcément améliorer mon hygiène de vie, mes méthodes de travail, etc. pour réussir dans ce cursus-là. Et du coup, j'ai appris beaucoup en faisant ça. J'ai cherché beaucoup, je me suis renseigné énormément et j'ai appris énormément de choses sur moi. Et du coup, j'ai envie de transmettre un peu. Et du coup, j'ai fait un petit condensé de toute la théorie que j'avais appris dans ces 8 vidéos-là, du coup. Et après, on verra du coup des applications plus concrètes pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser cette théorie-là pour devenir concrètement meilleur dans un domaine. Moi, je parlerai bien évidemment de ce que je sais, c'est-à-dire le domaine des études, mais tout ce que j'introduis ici sera bien évidemment utilisable dans de nombreux domaines, c'est le but. Donc, c'est tout pour cette introduction-là, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Juste important, du coup, cette théorie-là, si on ne l'applique pas, elle ne sert à rien. Donc, le but, ça va vraiment être de regarder les vidéos et après d'en tirer le maximum, donc d'appliquer tout ce que je vais vous apprendre. Tout ce que j'espère vous apprendre. Donc voilà, c'est plus ou moins tout, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo. Allez, c'est parti. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'arrive dans quelques secondes, comme d'habitude, vous ne me voyez pas encore. Et hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Nickel. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 entre guillemets de cette série de vidéos sur la théorie du développement personnel. Donc j'ai fait une petite vidéo d'introduction déjà que vous pouvez aller voir et que peut-être devez aller voir entre guillemets avant de regarder celle-ci. Et du coup aujourd'hui, comme je vous l'avais promis dans la première vidéo, on va parler et on va découvrir ce que j'ai appelé l'axiome fondamental du développement personnel. Bon, alors je répète un petit rappel de ce que j'avais dit dans la première vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un axiome? Un axiome, c'est quelque chose qu'on suppose vrai,
qu'on ne démontre pas, qu'on suppose même évident, et qui est en fait la base d'une théorie, c'est-à-dire les fondements d'une théorie. Donc en maths par exemple, c'est des choses qui sont très basiques, qu'on ne va pas démontrer, on va baser après tous les théorèmes sur ces choses vraies et fondamentales. Du coup aujourd'hui on a quelque chose de vrai et de fondamental, qui est du coup ce que j'ai appelé l'axiome fondamental du développement personnel. Et qu'est-ce que c'est que cet axiome-là? Il est marqué à l'écran, vous le voyez normalement. Tout individu est le produit de ses actions et de ses pensées. Donc c'est quelque chose, on pourrait voir ça comme une vérité entre guillemets. On va essayer de le décomposer un petit peu dans cette vidéo-là. C'est pas quelque chose de parfait. Je pense qu'on aurait pu trouver d'autres axiomes qui auraient très bien marché. J'ai juste décidé de prendre celui-là parce que ça fait sens avec ce que je vais raconter juste après. Et du coup, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut le comprendre et pourquoi est-ce que ça fait sens et comment est-ce qu'on va s'en servir. Bon, alors déjà, tout individu, ça veut dire que c'est une vérité bien évidemment générale, qui marche pour tout le monde. Et donc on dit qu'on est le produit de nos actions et de nos pensées. Bon bah c'est bien, j'ai un tableau, je vais l'utiliser, normalement je peux. Est-ce que je peux? Est-ce qu'on me laisse utiliser ce tableau? Nickel. Yes. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup? On nous dit bien évidemment que tout individu est le produit de ses actions et de ses pensées. On va faire un peu de maths très rapide, vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas les maths, il n'y en aura pas beaucoup. Donc on a du coup, il faut que j'écrive en grand, les actions multipliées par les pensées. Voilà. On a ça, on a les actions multipliées par les pensées. Bon, on va faire un peu de maths rapide. C'est un produit et c'est super important. Pourquoi? Parce que ça va dire beaucoup de choses sur ce que je sous-entends derrière cette phrase-là. En effet, un produit, si jamais vous avez 0 quelque part, soit ici, bah, le produit il est nul. Un produit est nul si et seulement si un de ces termes est nul. Bref, du coup, ça veut dire que si jamais vous pouvez avoir toutes les bonnes pensées du monde, vous pouvez penser absolument parfaitement, savoir exactement ce que vous allez faire, tant que vous ne passez pas à l'action, c'est 0. Et c'est pareil, vous pouvez faire des actions, des actions, des actions. Si vous n'avez pas de pensée derrière, si vous ne réfléchissez pas un minimum à ce que vous faites, bah, ce sera 0 aussi. Du coup, cette phrase-là, elle ne va pas dire grand-chose en soi, comme un axiome en mathématiques. C'est juste cette phrase-là toute seule n'apporte pas grand-chose. L'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut s'en servir pour s'améliorer. Donc déjà, si tout individu est le produit de ses actions et de ses pensées, ça veut dire que pour s'améliorer, bah, c'est assez simple. Il faut faire de meilleures actions et avoir de meilleures pensées au quotidien. Donc les mots action et pensée ne sont pas là par hasard, c'est parce que c'est des mots qui semblent entre guillemets anodins. Je veux dire, une pensée, c'est quelque chose qu'on contrôle ou pas forcément. Et c'est pareil, une action, c'est quelque chose, une petite action, on fait des milliers d'actions au quotidien. Et des pensées, c'est pareil, on en a des milliers au quotidien. Et bien évidemment, le but au fur et à mesure, c'est que ces actions-là deviennent soit des habitudes, soit plutôt des actes, et que ces pensées ici deviennent des valeurs. Voilà. C'est le but. C'est qu'on va voir un peu dans cette vidéo-là comment est-ce qu'on peut du coup contrôler nos actions pour qu'elles deviennent soit des habitudes, soit des actes, et contrôler nos pensées et les améliorer pour qu'elles deviennent des valeurs. C'est de là qu'on part, c'est vers là qu'on va. Et du coup, mon but dans cette série de vidéos-là, ça va être de vous emmener à travers ces 3 petites flèches-là pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut y arriver. Et voilà. Donc du coup, si un individu est le produit de ses actions et de ses pensées, il va falloir améliorer ses actions et ses pensées au quotidien pour devenir un meilleur individu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici qu'on a plusieurs leviers, notamment un levier qui va être très important tout au long de cette série de vidéos-là, ça va être l'habitude et la théorie de l'habitude. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, il y a des très bons livres là-dessus, donc je vais me baser un petit peu pour vous raconter certaines choses assez intéressantes. Après, pour les actes, bien évidemment, là, on ne va pas trop rentrer dedans, c'est vraiment très spécifique à certains domaines. Et après, comment est-ce que les pensées peuvent devenir des valeurs? On parlera de ça dans la 6e vidéo, il me semble. Donc voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. Et on va essayer, bien évidemment, de voir les différents leviers qu'on peut avoir pour améliorer au quotidien ses actions et ses pensées pour devenir, a fortiori, un meilleur individu. Voilà, c'est plus ou moins tout pour cet axiome fondamental. On ne va pas y passer plus de temps parce qu'un axiome tout seul, ça ne sert à rien, comme en mathématiques. Le but, ce qui est important, c'est ce qu'on en déduit. Donc on va directement rentrer dans de la déduction dans les épisodes qui vont suivre. Et on va espérer rentrer dans le vif du sujet. Si ça paraît un peu théorique et un peu inutile, c'est tout à fait normal. C'est juste que c'est nécessaire pour ce qui va suivre. Plus on va avancer dans la vidéo, plus on va avoir des choses qui ont du sens et qui sont applicables. Et donc c'est un peu normal, cette vidéo-là paraît un peu barbante ou théorique, mais c'est nécessaire pour la suite, pour qu'on parte tous sur de mêmes bases. Moi je vous dis du coup, à tout de suite pour l'épisode 2. Allez, c'est parti. Hola a todos, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va toujours aussi bien, comme depuis 5 minutes. On se retrouve dans cette 3e vidéo, 2e épisode de cette série sur la théorie du développement personnel. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important, encore un petit peu basique et fondamental, mais on va commencer à rentrer plus ou moins dans le vif du sujet.
Aujourd'hui, je vais vous apprendre à décomposer un objectif. Je vais déjà vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de décomposer un objectif, comment le faire et quelques règles, quelques thumb rules, comme ils disent les Anglais, à suivre pour être sûr de décomposer correctement un objectif. Et je vais vous montrer par A plus B que si vous décomposez un objectif, vous avez déjà fait plus ou moins un tiers du travail. Bon, on va commencer déjà un petit peu sur pourquoi est-ce qu'il faut décomposer ces objectifs. Je vais vous donner un exemple très clair. On va prendre un exemple pour cette vidéo-là, que ce soit un peu plus parlant. Ok, imaginons que vous êtes un élève en terminale, en maths, du coup, en France, et vous avez genre 14 de moyenne en maths. Et, voilà. Et vous voulez passer à 19, c'est votre objectif. Vous avez un objectif, je veux avoir 19 de moyenne en maths. Le problème, c'est que c'est un objectif, en général, c'est assez vaste. Et ouais, c'est assez vaste, c'est un peu grand comme objectif, c'est compliqué. Et juste le fait d'avoir un objectif comme ça, c'est trop flou. Et si c'est trop flou, ça va être aléatoire. Et si c'est aléatoire, ça va dépendre d'un jour ou l'autre, donc vous n'allez pas être constant sur la longueur. Et quand on a des objectifs de ce genre-là, être constant sur la longueur et être régulier, c'est le plus important et c'est ce qui va vous emmener vers la réussite. Pour réussir et atteindre un objectif, le but, c'est de faire des choses, d'aller dans le bon sens constamment, un peu tous les jours. Et au final, vous allez réussir à y arriver. Donc, pour être constant et aller constamment dans la bonne direction, il faut savoir dans quelle direction on va. Et quand on a un objectif qui est un peu flou ou pas très clair, c'est un peu compliqué de voir ça. Donc, c'est super important de décomposer correctement un objectif. Maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut décomposer cet objectif-là. On va prendre cet exemple toujours, je veux avoir 19 de moyenne en maths. Bon, donc dans la vie, on a tous des objectifs. Je vais reprendre ce magnifique tableau. Je vais réécrire dessus, assez gros que vous puissiez voir. Voilà. Dans la vie, on a tous des objectifs. Ce que je vous ai donné, c'en est un exemple. Si vous n'en avez pas, trouvez-en, c'est quand même plus rigolo la vie quand on a des choses à faire. Bref, voilà, on a tous des objectifs et le but, c'est de les atteindre. Maintenant, on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut décomposer cet objectif-là. L'exemple que je vous ai donné, ça va être un très bon exemple et on généralisera un peu ça plus tard. Donc, vous voulez avoir 19 de moyenne en maths. La bonne question à se poser et un bon réflexe à avoir, c'est de trouver des gens qui ont déjà atteint votre objectif et de voir un petit peu comment eux ils font et comment eux ils sont au quotidien. Votre but, ça va être de leur ressembler plus ou moins sur certains aspects parce que si vous faites la même chose qu'eux, il y a de fortes chances que vous arriviez plus ou moins au même résultat. Donc, comme disait je ne sais plus qui, les génies laissent des traces. Donc si vous connaissez des gens qui réussissent exactement ce que vous voulez faire, demandez-leur, regardez un peu comment ils font et essayez de faire la même chose plus ou moins. Essayez pas de les copier totalement non plus, mais ça pourrait être intéressant. Du coup, il va falloir décomposer cet objectif-là en regardant un petit peu ce que d'autres gens font. On a notre exemple toujours de 19 de moyenne en maths. Imaginons, vous vous demandez vite fait à vos potes qui ont 19, vous leur dites ok, comment tu fais pour bosser les maths et tout. Bon, il y en aura toujours un ou deux connards qui vont vous dire qu'ils bossent jamais les maths et que c'est juste inné pour eux. Bon, ceux-là, ça vous intéresse pas. Vous, ce que vous allez regarder, c'est ceux qui sont plus ou moins comme vous et qui ont réussi. Bon, alors ils vont vous dire plus ou moins la même chose. Ils vont dire ok, moi je relis mon cours régulièrement, j'apprends mon cours, je fais mes exos, je vais en cours déjà, c'est une bonne base. Et puis j'essaie de comprendre ce que je fais. Voilà. Donc là, vous partez d'un objectif et vous avez déjà des sous-objectifs qui sont en gros, donc les sous-objectifs, on va noter SO, 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 SO. Voilà, vous avez genre 4 sous-objectifs qui sont du coup des choses que des gens qui ont atteint vos objectifs font régulièrement. Voilà, donc là c'est genre lis mon cours, je viens de vous les énoncer. Du coup maintenant c'est encore un peu large parce que par exemple je comprends ce que je fais ou genre lis mon cours, c'est encore un peu large, il va falloir préciser. Il va falloir préciser en fait et écrémer un petit peu ces objectifs-là en sous-objectifs jusqu'à arriver ici du coup avec une liste de sous-objectifs clairs. Et ces sous-objectifs clairs-là, il va falloir que ce soit des trucs qui sont indivisibles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des choses qui soient claires, précises et que vous n'ayez pas besoin de plus réfléchir quand vous le lisez. Et exemple très simple, ça peut être, je sais pas, relire 15 minutes mon cours de maths après chaque cours. Voilà. C'est quelque chose de clair, net, précis. Quand vous le lisez, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez pas besoin de plus réfléchir à ok, comment est-ce que je mets ça en place. Le but, c'est vraiment ça. C'est que ce soit évident de comment réussir cet objectif-là. Donc il va falloir du coup écrémer en petits objectifs comme ça jusqu'à avoir des choses indivisibles. Et en fait, typiquement, quand on reprend si on reprend notre axiome qu'on avait vu, où on disait du coup que tout individu était le produit de ses actions fois ses pensées, et en fait, ce que vous voulez avoir vous, c'est des actions et des pensées. C'est tout. Et des actions, une action c'est quoi? C'est un truc clair, net, précis. Une pensée c'est quoi? C'est un truc clair, net, précis. Bon, les pensées c'est un peu moins le cas. Ici, c'est plutôt des actions que vous voulez avoir. Les pensées, on verra ça plus tard. Mais du coup, vous, ce que vous voulez, c'est des actions claires, nettes et évidentes. Donc voilà, vous allez écrémer votre objectif jusqu'à avoir quelque chose d'évident. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez fait une bonne partie du travail. Pourquoi? Parce que d'un objectif
assez flou et vague, vous arrivez à quelque chose de très clair et de compréhensible que vous pouvez mettre directement en place. Et quand vous savez où vous allez, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Donc, c'est plus ou moins tout pour cette vidéo-là, qui est encore assez abstraite. Vous allez voir, je vais garder le même tableau et on va voir clairement comment est-ce qu'on peut du coup atteindre ces objectifs-là beaucoup plus facilement. Et on verra ça avec comment est-ce qu'on peut faire pour établir un processus. C'est la prochaine vidéo et on se retrouve tout de suite pour en parler. Et rebonjour, on se retrouve pour la 4e vidéo, donc épisode 3 de cette série-là. La dernière fois, on avait vu, dans l'épisode précédent, on avait vu du coup comment décomposer un objectif en sous-objectifs indivisibles et clairs, qui vont du coup être des actions faciles à réaliser et évidentes à réaliser. On va directement voir de quoi on parle. Voilà, c'était ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Et du coup, vous êtes maintenant normalement avec une liste d'objectifs clairs. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de les atteindre, ces objectifs-là. Et normalement, si vous avez bien fait votre travail de décomposer votre objectif, si vous atteignez chacun de ces sous-objectifs-là, vous devriez normalement, logiquement, atteindre à force votre vrai gros objectif. Bon, et bien en fait, il va y avoir 2 étapes. On va donc chercher un peu comment est-ce qu'on peut établir un processus pour atteindre ces petites actions-là. Et bien en fait, ce qu'on va faire à la première étape, ça va être ce qu'on va appeler, bon je vais juste effacer ça parce que ça ne va pas nous être utile. On va faire ce qu'on va appeler une auto-évaluation. Bon. C'est-à-dire que du coup, vous avez une liste ici. Voilà. Vous avez une liste, on va l'appeler la liste A. On va lui mettre un petit A ici en fait. Voilà. Ça, c'est la liste A. Vous, ce que vous allez faire, c'est pour chacun de ces objectifs-là, enfin de ces sous-objectifs-là que vous avez, chacune de ces actions-là que vous avez, vous allez simplement noter à chaque fois, concrètement, ce que vous faites à la place. Imaginons, si vous avez comme objectif, on reprend le même exemple qu'on est dans la précédente vidéo, vous voulez avoir 19 de moyenne en maths, un de vos sous-objectifs va être, ok, il faut que je relise 15 minutes mon cours tous les jours. Et si jamais, actuellement, vous ne relisez jamais votre cours, vous allez marquer, je sais pas, jamais. Voilà. Vous voyez rien, ça sert à rien que j'écris en fait. Donc, voilà. Donc vous avez marqué jamais, par exemple en mode je le fais jamais. Et puis si jamais, je sais pas, vous avez un truc en mode ok, vous comprenez, il faut comprendre actuellement ce qu'on fait dans chaque exercice, il faut, je sais pas, ok, il faut chercher au moins une demi-heure chaque exercice avant de regarder la correction, très bon exemple d'ailleurs. Et si actuellement vous le faites pas du tout, vous allez marquer actuellement, je regarde la correction au bout de 5 ou 10 minutes. Voilà. Vous allez mettre en gros un état des lieux de où est-ce que vous en êtes. Et ça va être du coup votre liste B. Et votre objectif, vous, va être de passer de la liste B vers la liste A. Et donc ça, cette flèche-là, c'est ce qu'on appelle du coup le processus. Une fois que vous savez d'où vous partez, c'est quand même plus facile de savoir où est-ce que vous allez. Du coup, vous allez devoir passer de là à là. Maintenant, il va falloir être malin. Il va falloir voir, premièrement, un ordre de priorité. Il va falloir regarder ces actions-là et regarder celles qui sont les plus importantes et celles qui ne le sont pas du tout. Il y en a certaines qui sont sûrement beaucoup plus auxiliaires et qui vont limite découler de certaines autres actions. Donc, ça va être important de prioriser un petit peu et de trouver peut-être 2, 3, voire 4 qui sont vraiment les plus importantes et qui font entre guillemets 80% du travail. Une fois que vous avez fait ça, c'est déjà un bon point. Donc, vous avez fait une petite liste, une hiérarchie entre guillemets dans l'ordre des choses les plus importantes. Et après, il va falloir voir et imaginer une manière de passer du point B au point A pour chacune des actions. On va reprendre un exemple. Imaginons, vous relisez actuellement jamais votre cours et vous avez comme objectif de relire 15 minutes votre cours après chaque cours de 2 heures par exemple. Et du coup là vous allez devoir trouver quelque chose qui va sûrement être une habitude ou qui va se rapprocher d'une habitude à prendre pour atteindre cet objectif là. Exemple, là pour ce coup là c'est assez évident. Si jamais vous voulez atteindre votre objectif, vous allez dire ok, à partir de maintenant, après chaque cours de 2 heures, il faut que je relise mon cours 15 minutes. Donc vous allez dire mais c'est la même chose, ça sert à rien. Oui, mais on va rajouter des choses. Premièrement, il va falloir rajouter une temporalité, que ce soit une durée, c'est-à-dire du coup la 15 minutes c'était déjà là, donc c'est très bien, mais une durée aussi dans le temps, c'est-à-dire que imaginons vous allez dire que vous allez faire ça déjà pendant 2 semaines, et pour après évaluer plus ou moins si ça marche ou pas, on en reparlera dans une autre vidéo, du coup il va falloir mettre une deadline, c'est-à-dire votre objectif, il va falloir qu'il soit délimité dans le temps. Parce que si je vous dis relire votre cours 15 minutes, et il faut que vous relisiez votre cours 15 minutes tous les jours, c'est super, mais au bout d'un moment, vous allez vous poser la question, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Et c'est pour ça que c'est important de donner une date limite, une date de fin. Moi, je vous conseille personnellement autour de 3 semaines. Alors, on va le noter ici tellement c'est important. Personnellement, ce que je conseille, c'est 21 jours. Pourquoi 21 jours? On verra ça dans la vidéo
Normalement, il y aura une vidéo. Je vais vérifier quand même ce que je dis pour pas dire de bêtises. Former une habitude. Oui, voilà. Dans la vidéo Former une habitude, on en parlera un petit peu, mais en gros, 21 jours, c'est une bonne deadline. En gros, entre 2 et 3 semaines, c'est pas trop mal. Donc voilà, vous avez donné une deadline et aussi un temps pour le faire dans la journée. On reprend toujours le même exemple. Vous vouliez du coup redire votre cours 15 minutes. Maintenant, il va falloir en plus de ça dire OK pendant les 21 prochains jours. Donc là, imaginons on est le 1er juillet, c'est pas le cas, mais voilà. Du 1er au 21 juillet, je vais relire mon cours 15 minutes tous les jours. Super. Ensuite, déjà, vous avez première étape. Deuxième étape, ça va être du coup de donner un temps dans la journée où le faire. Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a pas cette histoire de il faut que je le fasse. À 8 heures, vous vous dites OK, il faut que je le fasse. Vous le faites pas, vous repoussez, vous repoussez, vous repoussez. Résultat, vous le faites jamais. Et surtout, ça vous prend une énergie mentale de dingue. Donc pour éviter ça, il faut donner un temps dans la journée pour le faire. Exemple, si jamais vous avez un cours du coup de 2 heures et qu'à chaque fois vous avez 15 minutes de pause avant le cours d'après, faites-le directement après le cours, tu vois. Comme ça vous remet un peu dedans. Ou alors faites-le avant d'aller dormir, mais à une heure précise, genre je sais pas, 22 heures, à 22 heures, je lis 15 minutes mon cours. Donnez-vous du coup une heure précise. On va le noter. On veut du coup une heure précise. Et ça va vous faire deux choses. Premièrement, ça va vous libérer de l'énergie mentale parce que si jamais vous savez que vous devez faire quelque chose et que vous ne le faites pas et que vous ne savez pas exactement quand vous allez le faire, vous êtes dans le doute, vous êtes dans la négociation interne, vous êtes dans le il faut que je le fasse, je le fais quand, pas là je suis fatigué, dans 2 heures ça ira peut-être mieux. Bref, vous gaspillez de l'énergie. Là, vous avez une heure précise, dans le cas c'était 22 heures, vous savez qu'à 22 heures, peu importe ce que vous faites ça. Vous pouvez le décaler, mais décalez-le à l'avance. Comme ça, il n'y a pas de débat interne, ça vous sauve de l'énergie. Et vous aurez beaucoup plus de chances de le faire si vous vous donnez une heure précise. Voilà. Donc ça, c'est des bonnes étapes pour, en gros, atteindre votre objectif. Vous partez d'un point B, vous voulez aller au point A, et trouvez le lien logique qui se fait entre les deux, l'habitude qu'il va falloir mettre en place, la chose qu'il faut que vous fassiez pour passer du point B au point A. Donc là, dans le cas là, c'était du coup relire mon cours régulièrement et donnez-vous des dates limites, des durées limites pour le faire, mais aussi des heures précises pour le faire. Maintenant, comme vous l'avez vu sûrement et comme vous allez sûrement vous en rendre compte si vous le faites en même temps que les vidéos, c'est que si vous faites ça, vous allez sûrement vous rendre compte que beaucoup des choses que vous devez les faire régulièrement. Et c'est pour ça que maintenant que vous savez ce que vous devez faire et que vous vous rendez compte que vous devez faire régulièrement, on va voir la théorie de l'habitude dans la prochaine vidéo pour que vous puissiez clairement comprendre comment créer facilement une habitude qui tient dans le temps et qui est absolument quelque chose qui va devenir naturel pour vous au bout de 1, 2 ou 3 semaines. C'est super important comme vidéo, donc restez bien avec moi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonjour à tous, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien, ne paniquez pas, j'arrive dans quelques instants. Je fais tout le tour parce que bon, je suis tout seul pour filmer. On fait avec les moyens du bord. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel. On se retrouve pour l'épisode 5, enfin pour l'épisode 4, mais la 5e vidéo de cette série-là. Donc aujourd'hui, vidéo super importante, peut-être la vidéo la plus importante de cette série, c'est possible. Peut-être la plus longue aussi, parce qu'aujourd'hui on va voir la théorie de l'habitude. On va parler d'habitude, de comment est-ce que ça marche une habitude, de comment construire des bonnes habitudes et aussi de comment enlever et supprimer des mauvaises habitudes. C'est super important de bien maîtriser tout ça. Vous allez voir que c'est vraiment crucial, que c'est pas si compliqué quand on a bien compris le mécanisme qu'il y a derrière. Et du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Avant, on va faire un petit rappel de où est-ce qu'on en est déjà, qu'est-ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Bon, jusque-là, on avait du coup établi un objectif, on avait décomposé en une série d'actions et on avait fait un état des lieux en gros de où est-ce qu'on en était actuellement par rapport à ces actions-là et de où est-ce qu'on voulait aller. Et donc du coup, on avait une série d'habitudes qu'on a mises en place, qu'on a trouvées pour nous faire passer de là où est-ce qu'on est actuellement à là où est-ce qu'on voudrait être par rapport aux actions qui composent notre objectif. Donc c'est plus ou moins là qu'on en est jusqu'à présent. Et du coup maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut former justement une bonne habitude. Parce que ça y est, les habitudes on les a trouvées. On a trouvé dans les grandes lignes qu'est-ce qu'il fallait faire pour passer de là où on est à là où on veut aller. Maintenant on va voir comment concrètement on peut faire pour que cette habitude-là prenne rapidement et devienne naturelle super rapidement. Et que ce soit une habitude forte et solide sur laquelle on peut se baser. Bon, d'abord, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre comment marche une habitude. Bon, je vais utiliser la définition d'un livre qui est super, qui s'appelle Atomic Habits et qui est vraiment génial. Donc, je vais me servir de ça pour définir ce que c'est qu'une habitude. Du coup, on va voir en gros qu'une habitude, c'est 4 choses. On va décomposer déjà un truc en 4 étapes, un processus de 4 étapes. Alors, il faut que je traduise en même temps. Pardon, désolé, j'aurais peut-être dû traduire avant. En 1, on aura le signal. En 2, on va avoir le besoin. En 3, on va avoir la réponse. Et en 4, on va avoir la récompense.
Voilà, donc signal, besoin, réponse, récompense. Je vais prendre un exemple, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Ok, imaginons que depuis quelques années, quand vous rentrez de chez vous, du collège ou du lycée, n'importe, dès que vous rentrez chez vous, vous prenez une petite brioche. Et voilà. Et c'est devenu une habitude et maintenant vous ne pouvez pas vivre sans votre petite brioche. On va essayer de comprendre pourquoi. Déjà, il y a un signal. Le signal, il a plusieurs aspects. Le signal temporel, vous rentrez plus ou moins toujours à la même heure, vers 17h, 18h, voilà. Le signal visuel, vous rentrez chez vous, il y a votre cuisine, vous voyez le placard qui vous fait directement penser à votre petite brioche. Ensuite, il y a un besoin de ce signal-là, vous ressentez un besoin. Vous commencez à ressentir vraiment une envie pressante de manger cette brioche. Vous ne savez pas trop pourquoi, mais ça fait quelques années que vous faites ça, et à chaque fois que vous rentrez, vous avez vraiment d'un seul coup envie de manger votre brioche. Donc, de ce besoin-là, résulte une réponse logique. Vous avez envie de manger une brioche, donc vous allez vraiment manger votre brioche. Et du coup, de cette réponse-là, on a une récompense qui est du coup la dopamine de manger la brioche avec le sucre, tout ça. Donc, au final, en faisant ça, vous venez de créer une habitude. Si vous faites plusieurs fois la même chose, si vous avez fait du coup là depuis plusieurs années, imaginons, ça fait plusieurs années que vous faites la même chose, vous rentrez chez vous, vous mangez une brioche, ça fait plusieurs années que vous passez par ces mêmes 4 étapes et que vous avez donc créé ce qu'on appelle une habitude. Une habitude qu'on pourrait définir entre guillemets comme une association entre un signal et une récompense. C'est-à-dire que dans votre cerveau, dès que vous avez certains signaux, comme l'horaire et le fait de rentrer, votre cerveau associe ça avec la récompense et va donc générer un besoin qui va engendrer une réponse. Bon, maintenant, on a compris plus ou moins ce que c'est qu'une habitude. C'est du coup un lien entre un signal et une récompense manifesté notamment par un besoin puis une réponse de votre part. Il faut bien comprendre que ce mécanisme-là, il est super utile de base. C'est vraiment un truc qui est utile pour notre survie. C'est grâce à ça qu'on est encore là, ça fait des millénaires et des millénaires qu'on est sur cette planète et que l'être humain survit, et c'est en partie grâce à ça. Parce que je vais vous donner un exemple tout con, quand vous avez soif, quand vous avez un besoin, vous avez une réponse, vous buvez, vous allez vraiment faire, ça va décupler vos capacités et ça va vraiment concentrer votre cerveau uniquement là-dessus. Le problème, c'est que quand on a des mauvaises habitudes, c'est aussi vachement dur à enlever. En l'exemple de votre brioche là, ça va être extrêmement compliqué de casser ce lien entre le fait de rentrer chez vous et le fait vraiment d'avoir votre récompense. Ça va vraiment être très compliqué de casser le lien entre le fait de rentrer chez vous et d'avoir votre brioche. C'est vraiment extrêmement difficile. Bon, déjà, l'erreur à ne peut-être éviter. Ça fait, vous, ce que vous avez probablement déjà essayé de faire quand vous essayez d'arrêter une mauvaise habitude, c'est d'essayer de faire une cassure entre l'étape 2 et l'étape 3. De faire une cassure entre le besoin et la récompense. Exemple typique, ça va être vous rentrez chez vous, classique, vous ressentez ce besoin-là et vous essayez de contrôler ce besoin. Problème, on vient de le dire, c'est un mécanisme naturel, donc c'est vraiment aller contre nature que d'essayer de canaliser ce besoin-là. Et c'est extrêmement difficile, et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile notamment d'arrêter de fumer ou de plein de choses comme ça, parce que c'est des signaux qui sont extrêmement forts, et c'est notamment des besoins extrêmement forts, et c'est très compliqué de contrôler la réponse. Et à long terme, c'est un peu difficile aussi. Et du coup, 80% des gens se contentent juste d'essayer de faire une cassure entre le besoin et la réponse. C'est faisable, mais c'est très dur. Plusieurs bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que plus vous allez le faire, moins ce sera dur. Parce que plus vous allez casser ce lien entre du coup, le signal et la récompense, en faisant une cassure entre l'étape 2 qui est le besoin et l'étape 3 qui est la réponse, plus vous faites une cassure ici, en fait, moins le lien va être fort. Vous allez casser ça, mais vous allez aussi casser le lien. Et si vous cassez le lien, au fur et à mesure, le lien n'existe quasiment plus. Et du coup, ça devient moins dur en fait. Ça devient beaucoup moins dur, vous aurez beaucoup moins de besoins, donc la réponse sera beaucoup moins compliquée à contrôler. Donc ça c'est la première chose. Donc plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile. Donc c'est normal que c'est dur les premiers jours. Au bout notamment en général, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, d'environ 21 jours. Au bout d'environ 21 jours, là on va commencer à avoir quelque chose qui sera beaucoup plus facile à faire. Voilà. Ça dépend bien évidemment des choses. Dans des cas extrêmes comme la cigarette ou quoi, ça peut prendre beaucoup plus de temps. En général, c'est autour de 21 jours. Voilà. Donc, le problème, du coup, ça c'est la première bonne nouvelle. Ça va devenir facile au bout d'un certain moment. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir ailleurs qu'entre cette étape 2 et cette étape 3. Notamment, on peut agir sur le signal. Super important. On peut essayer de contrôler le signal. Exemple tout con, voilà, ne plus acheter de brioche. Alors, ça peut paraître très con comme ça, mais en fait, si vous n'aurez plus le signal de voir la brioche. Et votre cerveau, il faut comprendre qu'il a associé un signal à une récompense. Donc, si jamais le signal il n'est plus là, il n'y a plus l'association entre le signal et la récompense. Donc, vous enlevez votre mauvaise habitude. Donc, c'est une première manière de faire. De vraiment essayer de limiter un maximum le signal. Que ce soit au niveau temporel, c'est peut-être, je sais pas, rentrer plus tard chez vous, en travaillant, en restant de travailler à l'endroit où vous étiez avant,
Voilà, au lieu de rentrer travailler chez vous, vous aurez donc plus ce signal-là au niveau temporel, mais aussi en enlevant la brioche de votre placard, par exemple. C'est un bon exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour le signal. Vous pouvez agir là-dessus. Vous pouvez également essayer d'agir sur la récompense. Essayez de rendre ça le plus pénible possible. Exemple tout con, si jamais pour une raison X ou Y, vous mangez quand même votre brioche alors que vous vouliez arrêter, vous vous sentez super mal et tout, bah déjà vous vous sentez mal, donc c'est pas mal, parce qu'au niveau de la récompense, le fait de se sentir mal va aider. Parce que vous allez du coup associer le fait de manger une brioche à un truc moins positif. Donc déjà il faut se sentir mal, ça peut aider un petit peu, mais c'est pas la fin du monde. Sinon vous allez juste devenir dépressif, ça va rien arranger. Ce que vous pouvez faire notamment, c'est vous punir entre guillemets. Exemple tout con, vous tapez 30 pompes. Hein, voilà. Ça peut être un bon exemple, notamment pour ceux qui n'aiment pas trop les pompes. Il faut un truc qui soit un peu dur à faire, un peu chiant. Vous avez la motivation, vous êtes énervé contre vous-même, utilisez cet énervement-là pour le mettre dans un truc négatif, qui va, un, vous faire sentir mieux parce que vous faites un truc positif pour compenser, et de deux, qui va associer ce signal-là à un truc pas si agréable que ça, notamment 30 pompes. C'est pas toujours super agréable. Donc voilà, c'est un peu les différentes choses que vous pouvez faire, et essayez de les faire tout en même temps. C'est-à-dire de casser ce lien entre le besoin et la réponse, de contrôler de contrôler ça, de contrôler votre réponse, c'est le truc essentiel à faire, mais c'est un peu difficile et plus vous le faites, plus ça va devenir facile. Sinon, essayez du coup, au niveau du signal, de limiter les signaux et de rendre la récompense beaucoup moins satisfaisante. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire en gros pour enlever une bonne habitude. Maintenant, on va voir comment on peut construire une bonne habitude. Enfin, enlever une mauvaise habitude, pardon. Et comment est-ce qu'on peut construire du coup une bonne habitude? Ça va être de créer des signaux qui sont forts. Imaginons, on va faire un autre exemple. Vous voulez en rentrant de chez vous, au lieu de manger votre brioche, vous voulez aller courir. C'est une super idée déjà. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est du coup, pour un signal fort, ça va être de mettre par exemple vos chaussures de course le matin devant votre porte. Vous rentrez, clac, il y a les chaussures. Signal fort. Maintenant, pour que le signal il serve à quelque chose, il faut qu'on associe ce signal-là à une récompense. Donc au fait d'aller courir. Si vous mettez juste les chaussures et que vous n'y allez jamais, ça va être un peu compliqué. Comme on vient de le voir, l'important c'est de créer un lien. Une habitude, c'est quoi? C'est un lien entre un signal et une récompense. Donc il faut y aller. Le début, c'est un peu compliqué. Comme la première fois, au bout de 21 jours, ça donnera beaucoup plus facile. Donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Les premières fois, ça va être vraiment dur. Et c'est normal. Les premières fois, ça se joue que dans la tête. Après, ça devient un peu plus chimique dans le cerveau. Donc les premières fois, faut prendre son mal en patience, faut y aller, puis il ne faut pas avoir peur. Et on y va, et puis on va courir, quoi. Ensuite, au niveau du besoin, ça c'est l'avantage. C'est qu'en fait, à force d'y aller au mental les premières fois, quand vous allez voir vos chaussures, vous allez bien évidemment aller courir. Après, du coup, vous allez du coup ressentir le besoin d'aller courir, vous allez courir, et surtout la récompense, elle va être là, ça va être le fait de se sentir bien. Normalement, si vous aimez plus ou moins ça, et vous êtes fier de vous, vous allez bien vous sentir très bien. Et ça, c'est une super chose. Pourquoi? Parce que du coup, vous créez un lien fort entre vos chaussures et le fait de vous sentir bien. Et du coup, plus vous allez le faire, plus le fait de voir vos chaussures, vous procurez un besoin naturel d'aller courir. Et donc, vous utilisez le mécanisme dans le bon sens. C'est-à-dire que ce qui était un problème avant, que dès qu'on voyait le placard avec la brioche, on avait envie de manger la brioche, maintenant ça devient un truc positif, dès qu'on voit les chaussures, on a envie d'aller courir. Vous comprenez plus ou moins ce que ça veut dire. Donc en gros l'idée c'est qu'au début ça se joue un peu au mental, vous pouvez rendre ça plus facile en créant des signaux évidents, en y allant à la même heure aussi, c'est pour ça que j'avais dit dans la vidéo précédente, d'essayer d'avoir des heures régulières, parce qu'en fait si vous créez un signal toujours à la même heure, vous allez avoir quelque chose qui va être régulier, et vous aurez en plus d'avoir un signal visuel, vous allez avoir un signal temporel, au niveau de votre horloge interne, tout ça. Du coup, c'est pas mal d'avoir, en plus d'avoir un signal visuel, d'avoir un signal temporel. Y aller à la même heure tous les jours, ça peut vachement aider. Donc voilà, créer un signal fort et associer-le avec une bonne récompense, c'est-à-dire récompensez-vous après aussi. Ça peut être une bonne méthode quand même pour ça, de se récompenser après, je sais pas, en faisant quelque chose qui vous plaît. Mais normalement, l'idéal, c'est d'avoir, pour limiter les effets négatifs après, l'idéal, c'est du coup si vous aimez vraiment ça, normalement, le fait d'aller courir, juste le fait d'aller courir et de vous sentir bien après devrait vous suffire au niveau de la récompense. Mais si c'est plus le cas, récompensez-vous pour garder un boost motivateur, quoi. Mais normalement, l'idéal, c'est quand même d'avoir juste le fait de se sentir bien après l'avoir fait. Ça devrait suffire normalement. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez toujours essayer d'agir un peu là-dessus. Et du coup, voilà, plus vous faites ça, plus vous allez courir, plus vous allez avoir un signal fort associé à une récompense forte qui passera notamment par un besoin fort et une réponse immédiate. Et c'est là que vous aurez créé une bonne habitude qui va rester. Donc j'espère que vous avez bien compris, que mes analogies n'étaient pas trop mal. Je pense que ça devrait aller. Si vous avez des questions, comme d'habitude, non, je ne l'ai pas déjà dit, mais si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je pourrais peut-être refaire des petites vidéos, des petits compléments pour redire des choses qui n'étaient peut-être pas très claires. C'est possible. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, la théorie de l'habitude. Donc voilà, maintenant vous avez votre liste d'habitudes qu'on a fait dans la vidéo précédente. Maintenant vous voyez comment les mettre en place concrètement, vous comprenez un peu plus ce qui se passe. Et ça aide de comprendre aussi pour gérer un peu les réponses notamment. Vous comprenez ce qui se passe derrière tout ça. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'y aller au mental les premiers jours. Et après, ça va devenir facile. Mais une chose avant, pour vous
faire vous rendre compte à quel point est-ce que vous pouvez le faire. Je ne sais pas si vous buvez de l'alcool, je ne sais pas si vous fumez, je ne sais pas si vous... On va prendre l'exemple de la cigarette. Voilà. Je suppose qu'on a parmi vous, j'espère, une bonne proportion qui ne fume pas. Je pense que votre vie va bien, vous ne ressentez pas le besoin de fumer. Vous vivez très correctement sans en ressentir le besoin de fumer. Pourtant, si demain vous vous mettiez à fumer, vous ne pourriez plus vivre littéralement sans fumer. Ça deviendrait quelque chose de très fort dans votre cerveau. Et pourtant, là, actuellement, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien alors que pour certaines personnes, c'est impensable de se sentir bien sans ça. Voilà. Et c'est possible dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, il y a des choses que vous faites actuellement, notamment, on va reprendre le même exemple, manger votre brioche. Dans votre tête, vous ne pouvez pas être bien sans manger votre brioche. Dites-vous qu'il y a des millions de gens dans le monde qui sont très bien sans manger une brioche quand ils rentrent chez eux. Voilà. Donc c'est faisable. Et c'est ça pour notamment, je sais pas, pour l'alcool. Je sais que si vous buvez vraiment, que vous avez des problèmes avec ça, dites-vous qu'il y a des gens, notamment moi je ne bois pas du tout, zéro, et je me sens très bien sans et j'en ai pas le besoin. Parce qu'à force, vu que je ne le fais pas depuis un très long moment, je ne ressens pas le besoin. Et si vous vous arrêtez pendant un très long moment, vous n'en ressentirez plus le besoin et il faut croire au fait que c'est possible. Je vous jure, je l'ai vécu moi-même, c'est faisable. Et pour moi, c'était impensable de ne pas manger de sucre il y a quelques années. Maintenant, je ne ressens plus le besoin du tout, à force. Donc vraiment, c'est faisable, c'est possible. Et une dernière petite chose aussi, vous l'avez vu, le signal dépend énormément de l'environnement, visuel, etc., et temporel. Du coup, si vous changez d'environnement, c'est là où il faut faire très attention, parce que c'est là que vous pouvez reprendre de mauvaises habitudes, parce que vous n'aurez plus vos signaux habituels. Du coup, vos bonnes habitudes que vous avez formées à un endroit A ne seront plus forcément autant valables à un endroit B. Donc c'est là qu'il faut faire des efforts, et c'est là qu'il faut y aller au mental pour reformer les bonnes habitudes et pour les réassocier à votre autre environnement. Donc voilà. Et du coup, changer d'environnement peut aussi aider à enlever un signal négatif. Voilà, c'est plus ou moins tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. C'était peut-être sûrement beaucoup plus long. En tout cas, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à vous raconter. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un épisode sur comment extraire ses pensées. On commence à rentrer dans le vif vraiment du sujet. J'espère que ça vous a plu. Allez, on se retrouve tout de suite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, paniquez pas, je suis là dans quelques secondes. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va tip top. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo, donc l'épisode 5 déjà de cette petite série de vidéos. On est à plus de la moitié en gros de ce que je voulais qu'on fasse. Donc c'est le bon moment pour faire un petit récap avant tout de ce qu'on a déjà fait en quelques secondes, histoire vraiment d'être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, mais aussi pour un peu voir dans quel contexte vont s'inscrire les 2-3 vidéos qui restent. Donc pour faire ce petit récap là, on va voir un petit peu ce qu'on a déjà vu. Donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a déjà vu cet axiome-là. Et après, qu'est-ce qu'on a tiré? On a déjà vu qu'on avait tous des objectifs dans la vie. On les a décomposés en petites actions élémentaires, on peut appeler ça comme ça. Donc des petites actions qui étaient nécessaires pour réaliser cet objectif-là. Après, on a fait une petite auto-évaluation, entre guillemets, de où est-ce qu'on en était déjà par rapport à ces actions. Puis on a établi un processus formé notamment d'habitudes pour passer de là où est-ce qu'on est actuellement à là où est-ce qu'on doit être pour atteindre nos objectifs. Comme vous le voyez sûrement, on a surtout modifié jusqu'à présent nos actions. C'est-à-dire on a fait une liste d'actions, on a décomposé nos objectifs en actions, on a fait un état des lieux de nos actions et on a regardé comment modifier nos actions pour passer de là où est-ce qu'on est à là où est-ce qu'on veut être. Le problème, c'est que dans notre équation, il y a un deuxième terme. Ce terme-là, c'est les pensées. Et je vais vous dire quelque chose qui va sûrement rien vous apprendre si vous êtes déjà assez âgé, peut-être un peu plus si vous êtes un peu plus jeune. C'est que dans la vie, il faut avoir une certaine harmonie entre les actions et les pensées. Si vous n'avez pas cette harmonie-là, vous vous exploserez en plein vol à un moment. C'est-à-dire que vous avez beau modifier vos actions de toutes les manières que vous voulez, faire les actions parfaites, si vous n'avez pas le mental et le mental qui suit, alors au bout d'un moment, ça ne suffira plus. Alors bien évidemment, faire les bonnes actions peut influencer positivement les pensées, mais ce n'est pas forcément toujours nécessaire et suffisant. Et c'est pour ça du coup qu'il faut aussi s'intéresser un petit peu à ces pensées-là pour être sûr de garder une certaine harmonie et de ne pas exploser en vol. Mais pour analyser ces pensées et être sûr qu'elles sont conformes et qu'elles vont dans le bon sens du coup vers nos objectifs et qu'elles sont conformes à nos actions, pour ça il faut les analyser. Et pour les analyser, il faut les extraire avant tout. Donc la première étape, ça va être du coup aujourd'hui d'extraire nos pensées. On pourrait trouver ça assez facile, mais si je vous dis maintenant de me résumer plus ou moins comment est-ce que vous pensiez, comment est-ce que vous vous sentez depuis une semaine, ça va probablement être compliqué. Vous allez sûrement plutôt me parler de comment est-ce que vous vous sentiez hier ou avant-hier. Et vous allez avoir un peu de mal à vraiment évaluer votre état d'esprit actuel et ce que vous ressentez, ce que vous pensez actuel. Bon, c'est pour ça qu'il faut essayer d'extraire régulièrement ces pensées, voir un petit peu où est-ce qu'on en est. On va voir maintenant du coup comment on peut extraire ces pensées. Il y a deux méthodes. Je vais vous donner deux méthodes qui peuvent être complémentaires, mais une seule suffira normalement. Et j'en ai surtout deux parce que s'il y en a une qui ne vous convient pas, alors l'autre devrait vous convenir beaucoup plus.
Ok. Alors, la première de ces deux méthodes-là, elle est assez... En vrai, elle est assez simple, elle marche pour beaucoup de gens, mais il y a certaines personnes pour qui ça ne marchera pas du tout. C'est mon cas personnellement, enfin ça n'a pas trop marché pour moi, je n'arrivais pas à le tenir sur le long terme, et c'est pour ça qu'on a une deuxième d'ailleurs. La première méthode, c'est l'écriture. Alors, on va voir un peu pourquoi. En effet, le fait d'écrire est très utile vraiment pour essayer de mettre sur papier et de clarifier un petit peu ce qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écrire aussi vite qu'on pense, c'est assez logique. Et du coup, il faut se poser un petit peu, prendre le temps, et ça vous permet vraiment d'analyser un peu plus et d'éclaircir un peu plus nos pensées. C'est pour ça que prendre un papier, un crayon, un petit carnet, prenez un petit carnet, un papier, un crayon, vous écrivez régulièrement et ça devrait vous suffire pour avoir une bonne idée, pour faire un bon état des lieux de vos pensées. Voilà. Maintenant, il y a quand même autre chose, c'est que pour tenir une habitude, on l'a vu, il faut que ce soit quand même un minimum simple. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas ça profondément, vous n'aurez pas cette récompense dont on a parlé dans la vidéo sur l'habitude, et donc vous n'arriverez pas à créer ce lien. Ça ne deviendra donc pas une habitude, et donc ça ne marchera pas. C'est pourquoi je vous propose une alternative à l'écriture, qui est assez efficace et qui marche très bien pour moi. C'est la marche. Alors la marche, ça peut paraître un peu surprenant, mais ça a été prouvé plusieurs fois que le fait de marcher est excellent pour avoir un état d'esprit beaucoup plus clair. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux que vous conseiller d'aller marcher 10, 15, 20 minutes tout seul, sans votre téléphone, sans rien, et de juste essayer de faire un peu un état d'esprit, un état des lieux de vos pensées, et de voir un peu où est-ce que vous êtes, comment vous vous ressentez, etc. Qu'est-ce que vous ressentez, voilà. Et ça peut vraiment vous aider, et ça marchera notamment très bien, c'est fait par beaucoup de gens. Personnellement, j'ai utilisé ça quasi quotidiennement pendant les 2-3 dernières années. Et du coup, ça a vraiment très bien marché pour moi. Ça a vraiment permis de garder cette harmonie-là entre mes actions et mes pensées, comme on en avait déjà parlé au début de la vidéo. Et du coup, voilà, vous le faites déjà peut-être sans vous en rendre compte, en fait, si vous allez marcher le matin ou quoi. Si vous écoutez de la musique et tout, ça marchera moins bien. Mais si vous allez juste marcher comme ça de temps en temps, à mon avis, vous faites déjà ça sans vous en rendre compte. Mais donc voilà, c'est vraiment pour ça aussi que quand on va marcher, on se sent vachement bien après. Enfin, pour moi, c'est le cas. Après, je sais pas si c'est pareil pour vous. Du coup, voilà. On a vu plus ou moins comment extraire ses pensées, donc on peut soit écrire, soit aller marcher de temps en temps. Donc la marche et l'écriture sont deux outils assez intéressants que vous pouvez utiliser en complément l'un de l'autre, ou alors totalement séparément, l'un ou l'autre devrait suffire. Mais c'est important quand même d'utiliser au moins l'un des deux régulièrement pour faire un état des lieux et être sûr de ne pas exploser en vol et que nos actions et nos pensées restent un minimum cohérentes et en harmonie, c'est super important. Et on va voir pourquoi c'est super important dans la prochaine vidéo. On va apprendre à analyser nos actions et nos pensées avec la feedback loop. Je vous parle de ça dans quelques instants. Allez, c'est parti. Hello à tous, comme d'habitude, ne paniquez pas, j'arrive dans quelques instants, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pour la 7e vidéo, là on commence à rentrer vraiment, on arrive vers la fin déjà de cette petite série, c'est là on va tout mettre tout mettre ensemble pour former un puzzle cohérent et qui va, je l'espère, vous être le plus utile possible. Aujourd'hui on va parler de la feedback loop, qui est pour moi peut-être l'aspect le plus important pour assurer vraiment une cohérence globale et une progression sur le long terme. On le rappelle, je l'ai déjà dit, mais c'est super important. Le plus important, ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit beaucoup moins, ce sera vraiment sur le... si j'ai bien le micro, ouais c'est bon. Ce sera vraiment la régularité sur le long terme. C'est-à-dire que si jamais vous avez deux personnes, un qui fait un truc super, mais un jour sur 3, et l'autre qui fait un truc très correct et très bien, mais seulement tous les jours en fait, et en fait celui qui fait vraiment quelque chose de bien tous les jours a beaucoup plus de chances d'aller loin que l'autre. La vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Enfin, j'espère pour vous que ce sera un marathon. Donc, on va voir aujourd'hui comment se servir de la feedback loop pour vraiment assurer une progression constante et être sûr de continuer à être régulier et avancer vraiment dans le bon sens. Alors, bon, on rappelle, on va réécrire pour la énième fois, mais c'est important à chaque fois. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, je devrais le laisser en fait. On a toujours notre fameuse action, l'action fondamentale du développement personnel. Chaque individu est le produit de ses actions et de ses pensées. On l'a déjà vu. Maintenant, du coup, il faut s'assurer que ce produit va dans le bon sens. Je vais déjà illustrer un petit truc avec un peu de maths. C'est très court, c'est des multiplications, mais c'est intéressant quand même. Pour vous reparler un peu de l'harmonie entre les deux. Ok, imaginons vous faites des actions tip-top. Vous avez deux personnes, un mec qui fait des actions tip-top. On va lui donner 10 en action. Voilà. Mais au niveau des pensées, bon, ici, voilà, il fait ses trucs, il pense pas trop. Bon, il est à 1 en pensée. Et ça fait 10. On est d'accord? Voilà. Vous avez un autre bonhomme qui, lui, en action, fait un peu moins. Il est à 5, mais qui en même temps s'assure vraiment d'avoir les pensées qui vont dans le bon sens aussi. Donc il a 5 et 5. Et ce monsieur est à 25. Et c'est pour ça que j'ai choisi, non pas l'addition, mais bien la multiplication. Parce que l'important, c'est d'avoir une harmonie entre les deux et de pousser les deux l'un avec l'autre.
Maintenant qu'on les a, qu'on les a un peu extraites, nos pensées, on a aussi nos actions bien évidemment de déjà bien mises en place grâce aux premières vidéos, on va pouvoir essayer de les analyser pour être sûr qu'on va bien dans le bon sens et qu'on garde cette petite harmonie entre les deux. Alors, et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle la feedback loop, je vais l'écrire parce que c'est quand même important. Donc déjà, comme son nom l'indique, c'est une loupe, hein, donc ça ne s'arrête jamais, c'est une boucle. Donc le but, ça va être de le faire très régulièrement, vraiment, pour assurer une progression. Qu'est-ce que c'est que la feedback loop? On va rentrer dans le vif du sujet, on ne va pas prendre trop de temps à l'introduction. Qu'est-ce que c'est que la feedback loop? En gros, c'est le fait d'analyser ses pensées et ses actions sur des critères les plus objectifs possibles pour réajuster un petit peu ce qu'on est en train de faire. Je m'explique. Imaginons, voilà, vous êtes à un endroit A et vous voulez aller à un endroit B. Vous commencez à établir un premier plan d'action, comme on l'avait fait, c'est-à-dire que vous allez partir sur une habitude qui va, disons, vous emmener ici. C'est bien, mais vous voyez que vous n'êtes pas forcément dans la bonne direction. Et c'est pour ça que c'est important, on va dire régulièrement, on va donner un ordre de grandeur, on va dire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines environ, de faire un petit état des lieux sur où est-ce qu'on en est sur des critères objectifs pour, si besoin, comme ici, rectifier le tir. Après, il y aura d'autres fois où juste ici, au milieu, ce sera parfait, c'est nickel, ça va dans le bon sens, il suffit de continuer. Voilà. Mais c'est important de temps en temps de rectifier le tir. Je vais vous redonner le même exemple. On va prendre le même exemple qu'on avait pris dans les précédentes vidéos, qui était du coup sur vous avez 14 de moyenne en maths, vous voulez aller à 19. Une bonne manière de voir assez objective et assez, pas trop, vraiment très objective de voir si vous y arrivez ou pas, c'est vos notes. Si jamais au bout de 1 mois, parce que pour le coup il faut un peu de temps pour que ça se mette en place, si jamais au bout de 1 mois vous êtes passé de 14 à genre 16,5, c'est vachement bien, vous avancez dans le bon sens, vous le savez. Si vous êtes passé de 14 à 12, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas dans le bon sens, si ce n'était pas déjà évident. Donc les notes, ça peut être un très bon moyen de voir objectivement si on va dans le bon sens ou pas. Le problème des notes, c'est que c'est assez long terme et que des fois on aimerait bien rectifier plus tôt. Comme ici, on ne peut pas partir trop loin, donc on veut rectifier assez tôt. Pour ça, il va falloir avoir nous-mêmes des manières de s'auto-évaluer assez régulièrement pour vraiment être sûr d'assurer une progression. Et pour ça, je vais vous donner quelques petits tips qui vont vous permettre de faire une bonne feedback loop et d'avoir une feedback loop régulière et qui marche. Premièrement, ça va être les pensées et les actions. C'est de voir s'il y a vraiment une harmonie entre les deux. Je m'explique. Souvent, vos pensées vont s'accorder avec vos résultats futurs. C'est-à-dire que souvent, quand vous modifiez vos actions, vos pensées vont être altérées également et vous allez sentir plus ou moins avant les résultats directement si ça se passe bien ou pas. Exemple, pour prendre l'exemple des cours de maths, c'est assez évident. Je pense que si vous le faites pendant 1 ou 2 semaines de relire vos cours, au bout de 1 ou 2 semaines, vous allez commencer à ressentir un petit peu si ça va dans le bon sens ou pas. Le problème, c'est que ce n'est pas super objectif parce que vous n'avez pas de notes encore, mais c'est important de servir à des trucs qui sont moins objectifs comme les pensées, etc. pour justement sentir si est-ce que oui ou non je suis dans le bon sens ou pas. Je ne sais pas si par exemple vous avez l'impression et vous avez le sentiment de pas du tout comprendre ce que vous faites, ça fait 2 semaines, vous ne pigez plus rien en maths, etc., c'est peut-être que ce que vous faites, c'est pas super. Par contre, si jamais vous commencez à sentir que, ok, vraiment, je commence à mieux comprendre, je commence à faire mes exercices plus vite, etc., là, c'est bien, là, c'est pas mal. Et on va prendre justement ce même exemple-là. Imaginons que vous voulez avoir 19 de moyenne en maths. Vous n'avez pas de DS avant 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semaines, c'est long. Et c'est important déjà, au bout de quelques jours, de voir si ça va dans le bon sens ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut regarder des signaux plus petits, mais aussi plus précoces, qui arrivent plus vite. Et donc la chose à faire, c'est par exemple, imaginons si vous arrivez plus facilement à résoudre vos exercices qu'avant. Si avant vous mettiez 2 ou 3 heures par exercice, si jamais vraiment vous gagnerez de ouf, et que là vous arrivez à les faire en 30 ou 45 minutes de la même manière, avec la même qualité, et là vous pouvez dire que votre travail commence à payer. Et donc vous pouvez continuer. Si au contraire vous voyez au bout d'un moment pas d'évolution majeure, c'est peut-être que vous n'allez pas dans le bon sens. Après, attention, disclaimer, c'est pas parce qu'on ne voit pas les résultats qu'il n'y en a pas non plus. C'est pour ça que je dis que les pensées c'est important parce que les pensées c'est souvent le premier niveau. On va faire un petit schéma pour que vous compreniez un petit peu. Voilà. Vous avez du coup une pyramide avec différents niveaux. Voilà. Tout en haut, c'est les résultats. Et là, vous avez différents critères qui dépendent vachement de ce que vous faites. Ça peut être des résultats intermédiaires, ça peut être des… Voilà. Mais la première étape, ça c'est vos actions du coup. Ça c'est vos actions. Mais ce qu'il y a juste après les actions, et le premier résultat entre guillemets, c'est vos pensées.
c'est comment vous vous sentez, c'est comment vous ressentez la chose. C'est un peu plus subjectif, mais c'est la première chose qui arrive. Donc souvent, une bonne manière de voir rapidement si quelque chose marche ou pas, c'est comment est-ce que vous sentez la chose. Alors, bien évidemment, il faut faire attention parce que des fois, les pensées elles sont altérées par certaines choses. Exemple tout con, quand vous enlevez une mauvaise habitude. Imaginons que vous arrêtez de fumer. Bon, bah, au début, vous n'allez pas vous sentir super bien. Les pensées vont pas être top. C'est plutôt un bon signe. Il faut le voir, il faut interpréter ça correctement. C'est-à-dire qu'il faut être malin, il faut réfléchir un petit peu. Ne pas se sentir, des fois, ne pas se sentir bien est souvent un signe que plus tard, on va se sentir mieux. C'est pas toujours vrai, mais dans certains cas, c'est vrai. Voilà. Notamment si vous êtes en manque, etc., vous n'allez pas vous sentir super bien, mais vous savez que vous allez dans le bon sens. Parce que si vous êtes en manque, c'est que vous êtes en train de casser un lien. Et si vous cassez un lien, c'est que vous allez vers l'amélioration. Dans d'autres cas, par exemple pour les maths, si vous vous sentez beaucoup mieux en cours de maths parce que vous comprenez mieux ce que le prof raconte, etc., c'est un bon signe. Vous allez dans le bon sens. Okay, donc il faut vraiment interpréter les pensées de la bonne manière, être malin, être vraiment astucieux avec les manières avec lesquelles on interprète les pensées. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais que vous extrayiez vos pensées régulièrement. Il faut extraire ces pensées pour pouvoir les analyser correctement. Mais il faut être malin dans l'analyse. Faut pas être, tout n'est pas binaire, il faut faire attention. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut extraire ces pensées et les analyser tôt parce que c'est un bon indicateur rapide de savoir de vos résultats. Voilà. Les résultats ils viennent après, on le voit ici. Hein. Ça va dans le sens là, je pense que vous l'avez compris. Les résultats ils viennent après. Donc c'est super important de faire vraiment attention à ces pensées pour avoir des signaux rapides de l'amélioration ou de la détérioration. Voilà. Et entre les deux, ça dépendra vachement des sujets, donc là je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails. Et les résultats sont bien évidemment la manière la plus objective d'assurer ou non une progression. Donc voilà. Donc c'est super important. On revient une dernière fois sur tout ça pour tout résumer. On a les actions, les pensées, il faut assurer cette cohérence. Extrayez vos pensées et vos actions, essayez de les évaluer un petit peu aussi pour voir si vous allez dans le bon sens. Un bon moyen de faire ça, c'est que bien évidemment, en bas de cette pyramide-là, vous avez les actions, ce que vous faites. Après, vous avez les pensées, puis différents signaux intermédiaires et enfin les résultats. Plus on arrive en haut de la pyramide, plus on est objectif. C'est-à-dire que les résultats, c'est très objectif, c'est une note, c'est mathématique. En bas, les pensées, c'est beaucoup plus abstrait, mais c'est un signal qui arrive beaucoup plus tôt. Donc il faut savoir doser entre des signaux forts, objectifs, mais qui arrivent tard et qui sont du coup très importants, qu'il faut prendre en compte parce que c'est vraiment une manière très objective de voir si oui ou non ça marche ce que vous faites. Et doser aussi un petit peu avec des signaux qui arrivent plus tôt mais qui sont moins fiables. Voilà. C'est à vous de doser, c'est à vous de faire ça correctement. Comme j'ai dit, on commence à rentrer dans des trucs un peu plus compliqués, un peu plus théorique parce que c'est vraiment appliqué à chacun, appliqué à beaucoup de domaines différents, mais on rentrera dans le détail quand on appliquera ça à différents domaines. Mais du coup, voilà, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut à tout prix avoir des feedback loops et après modifier vos actions en fonction. Si jamais vous vous rendez compte que vos pensées ne vont pas dans le bon sens par rapport à ce que vous voudriez et que c'est des signaux qui sont négatifs, alors dans ce cas-là, il va falloir réajuster les actions. Maintenant, vous pouvez me poser une petite dernière question pour cette vidéo-là, c'est oui, mais au bout de combien de temps est-ce que je dois prendre une décision de si oui ou non je continue? Ce que je vous conseille personnellement, c'est qu'on avait dit dans une ancienne vidéo que les actions, les habitudes, on devait donner une deadline, entre guillemets, on devait le faire pendant tant de temps. Ce que je vous conseille, c'est de respecter cette deadline, sauf cas de force majeure. Okay. Je m'explique. Si jamais vous voulez progresser en maths, toujours le même exemple, entre 14 et 19. Voilà. Je vous conseille quand même, si vous avez toute l'année pour le faire, de faire les 2 semaines. Même si vous savez, vous, au fond de vous, que ça ne marche pas, le fait de s'y tenir, sur le long terme vous fera prendre plus de bonnes décisions. Je m'explique. Peut-être qu'effectivement, il y a des fois où arrêter au bout de 3 jours serait la bonne décision. Mais la plupart du temps, il faut savoir qu'on est un peu trompé par notre cerveau, qui n'aime pas trop le changement et qui du coup va nous forcer à arrêter tôt. Et le fait d'avoir cette discipline-là, d'attendre quand même la fin de l'habitude, donc les 20 ou 21 jours, en fait ça va vous aider à sur le long terme ne pas prendre des mauvaises décisions trop hâtives. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller du coup, c'est d'aller au bout des 21 jours, sauf cas de force majeure. Exemple tout con, on est à l'EPFL, vous avez 2 semaines de révision pour réviser vos examens. Vous vous rendez compte au bout de 3-4 jours que vraiment vous ne comprenez rien, vous n'avancez pas, vous ne progressez pas. À moins d'être vraiment sûr de sa technique, je vous conseille quand même de changer, de tester autre chose, au moins un petit peu, parce que vous n'avez pas 3 semaines, quoi. Donc voilà, essayez d'évaluer en fonction des situations. Mais voilà, ce que je vous conseille, c'est quand même le plus possible de rester sur votre délai initial que vous êtes donné, c'est-à-dire 20 ou 21 jours avant de changer quelque chose. Mais si jamais en cas de force majeure, vous pouvez changer un peu avant, si jamais vraiment ça devient catastrophique, ou si simplement vous n'avez pas ce temps-là devant vous. C'est plus ou moins tout ce que je vais vous raconter pour cette vidéo-là. On va passer dans la dernière vidéo qui sera un peu plus encore, qui sera super importante parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de tirer un maximum de tout ce que je vous ai appris là. Et ce sera du coup comment catalyser son développement. Et du coup, on verra ça dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Hello à tous, comme d'habitude, ne paniquez pas, j'arrive dans quelques secondes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, tip top. On se retrouve aujourd'hui, 8e vidéo, épisode 7, dernier épisode avant la conclusion.
j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler un petit peu de quelque chose de très important, je trouve. Peut-être la chose qui est la moins pragmatique et la plus philosophique, entre guillemets, mais qui est extrêmement utile et qui est extrêmement importante. Et il faut prendre conscience de ça pour vraiment catalyser, donc accélérer son développement. Avant tout, encore une fois, on va avoir besoin de notre fameux axiome du développement personnel. Chaque individu est le produit de ses actions et de ses pensées. On a vu un petit peu implicitement dans les dernières vidéos comment est-ce que les actions influaient sur les pensées, c'est-à-dire que vous modifiez vos actions, vous agissez différemment et forcément vos pensées vont évoluer en fonction de ça, soit positivement ou négativement en fonction de comment ça se passe et de à quel point est-ce que vos actions sont adaptées ou non. Maintenant, ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo-là, c'est que même si effectivement, comme on l'a vu, les actions influencent directement les pensées, ce qui est très vrai aussi, c'est que les pensées influencent directement les actions. Et il y a une différence assez fondamentale entre les actions et les pensées, qui n'est pas forcément évidente comme ça à première vue, mais au final on s'en rend vite compte, c'est que les actions c'est quand même assez personnel. Je veux dire, le fait de faire quelque chose, c'est quand même beaucoup vous face à vous-même. Voilà, quand il faut prendre une décision, quand il faut faire quelque chose ou ne pas le faire, c'est quand même vous qui décidez pour la plupart. Mais les pensées, c'est quand même beaucoup, c'est très personnel également aussi, mais c'est beaucoup plus influencé par l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que en général, on va toujours agir nous en fonction de certaines choses. Bien évidemment, on va agir comme les gens qui nous entourent, mais ce qui est aussi très vrai, c'est qu'on va beaucoup penser comme les gens qui nous entourent. Et que les pensées, contrairement aux actions, même quand on ne sera plus avec ces gens-là, elles restent. Ce que je veux dire, c'est qu'imaginons, vous avez l'habitude de travailler avec des potes, souvent en amphi, etc. Machin. Quand vous êtes avec vos potes, vous allez travailler, donc les autres influencent vos actions. Mais quand vous allez rentrer chez vous, est-ce que vous allez vraiment vous mettre à travailler ou est-ce que pas forcément? Peut-être un petit peu plus, parce que vous aurez pris le goût du travail, etc. Mais c'est pas automatique. Là où, par contre, les pensées, si vous êtes avec des gens qui pensent différemment, que vous vous mettez du coup à parler avec eux et à penser comme eux, plus ou moins dans une certaine mesure, il y a beaucoup plus de chances que quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes seul face à vous-même, entre guillemets, et vous continuez à penser de la même manière. Ce que je veux dire du coup, c'est que les autres et l'impact des autres est beaucoup plus important et périn sur les pensées que sur les actions. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, utiliser les autres pour améliorer ses pensées. Il y a une phrase que j'aime bien, que je sors souvent aux gens qui m'entourent, qui dit qu'en fait on est un peu la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et je pense que c'est notamment à cause de ça. Parce que vous allez vous mettre à penser comme les gens qui vous entourent, c'est un fait. Et du coup, à moins que vous ayez une grosse force de caractère et que vous soyez vraiment anticonformiste, entre guillemets, vous allez souvent penser comme les gens qui vous entourent. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Donc, mais ça, je ne vais pas trop revenir dessus parce que c'est quand même assez bateau, on ne va pas enfoncer les portes ouvertes, c'est pas le but non plus de cette série de vidéos. Donc, il faut bien s'entourer. Voilà, que ce soit la famille, on ne la choisit pas, mais les amis, c'est une famille qu'on choisit. Donc, vous avez l'opportunité de bien vous entourer, de choisir des amis qui pensent d'une manière qui va vous rapprocher de vos objectifs et de là où vous voulez être. Ce que je veux dire, c'est que si vous vous entourez de personnes qui sont comme les personnes que vous voulez être, vous avez plus de chances de devenir comme eux. Alors que si vous traînez avec des personnes qui vous tirent un peu vers l'arrière et qui vous éloignent de vos objectifs, il y a peu de chances, il faudra beaucoup plus de force de caractère pour y aller seul vers vos objectifs. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de vous dire, premièrement. Mais c'est pas le plus important, parce que les amis, forcément, on peut pas toujours forcément, on choisit ses amis dans une certaine mesure, mais il y a quelque chose qu'on peut choisir encore plus, c'est le contenu qu'on consomme. Ce que je veux dire, c'est que les pensées, elles sont influencées bien évidemment par les gens que vous côtoyez, mais plus indirectement par des gens que vous ne côtoyez pas directement. C'est-à-dire les gens que vous écoutez parler, les gens que vous lisez, les gens que vous regardez. Voilà. Un exemple tout con, c'est ce que je suis en train de vous... Là, je suis en train de vous raconter des trucs, techniquement, sur un tableau noir. Ça vous influence dans une certaine mesure. Certains plus que d'autres, certains pas du tout, c'est possible, mais ça vous influence plus ou moins. Et c'est vous qui choisissez ça. Et vous avez énormément de mainmise sur ce que vous consommez. Et c'est là qu'il va falloir aller chercher, entre guillemets, le plus de bénéfices. Ce que je veux dire, c'est que je vais aujourd'hui promouvoir quelques petites choses qui, à mon avis, sont importantes si vous voulez vraiment emmener vos pensées dans le bon sens et donc, par conséquent, grâce à cette petite flèche-là, emmener vos actions dans le bon sens également. Il va falloir faire attention à ce que vous lisez, à ce que vous regardez et à ce que vous écoutez. Voilà.
faire attention à ce que vous lisez. Bon, ça, honnêtement, ça veut dire qu'il faut choisir bien ses bouquins, les bouquins qu'on lit, faire attention aussi à qui sont les gens qui écrivent derrière. Essayez vraiment, le conseil que je vais vous donner pour les 3 qui est valable pour tout ça, c'est en fait essayer d'écouter, de lire et de regarder des gens qui sont des modèles pour vous. C'est-à-dire que si jamais vous avez quelqu'un vous voulez atteindre un objectif, vous avez quelqu'un qui a atteint cet objectif lui, et bah peut-être que l'écouter lui vous rapprochera plus, vous emmènera dans le bon sens. C'est vraiment ça que je veux vous dire. Donc notamment au niveau des lectures, des livres, c'est super important de faire attention au background de la personne qui a écrit le bouquin. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir que tous les livres ne sont pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils transmettent des idées souvent, à moins d'avoir des livres, je parle pour les livres non-fiction, c'est-à-dire des livres vraiment qui vous apportent de la connaissance et des choses comme ça. Il faut savoir qui est la personne derrière, ce qu'elle a fait, ce qu'elle pense, essayer de comprendre avant de lire le bouquin, de lire les idées, un peu qui est cette personne-là et de voir si oui ou non on a envie, entre guillemets, de ressembler à cette personne. Si c'est le cas, alors lire ce bouquin est une bonne idée. Vous vous ferez influencer dans le bon sens. Par contre, si jamais vous trouvez par exemple vers quelqu'un qui est un peu bancal, etc., vous ne savez pas trop, bah peut-être que lire ces trucs-là, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que vous allez, malgré vous faire un minimum influencer. Donc faites-vous influencer par des gens qui ont du sens et qui sont des gens que vous admirez, pas par des gens dont vous n'êtes pas trop renseigné. Vous vous rendez compte à la fin, après vous êtes fait déjà influencer, entre guillemets, malgré vous, que ces gens-là ne sont absolument pas des gens à qui vous avez envie de ressembler. Voilà, c'est plus ou moins ça que je voulais vous dire dans cette vidéo-là. Ça ne sert à rien d'être beaucoup plus long. Pour résumer, en gros, essayez de vous faire influencer, essayez de faire influencer vos pensées par des gens à qui vous voulez ressembler. Et faites très attention à ce que vous lisez, vous regardez et ce que vous écoutez. C'est valable du coup sur YouTube, mais c'est aussi valable partout en fait, littéralement. Notamment maintenant avec TikTok, Instagram, etc. Il y a beaucoup de contenu qui défile et normalement on choisit beaucoup moins les gens qu'on veut regarder avec les recommandations, etc. Et moi je vous conseille de faire un peu attention à tout ça parce que vraiment les gens que vous écoutez, lisez et regardez influencent directement vos pensées beaucoup plus que vous en avez l'impression. Et ces pensées-là influencent directement vos actions et ce qui vous rapproche de vos objectifs. Voilà. Et c'est le tout des actions et des pensées qui vous fait et vous construit en tant qu'être humain. Donc faire attention à ces actions, c'est bien, mais soigner aussi ces pensées, c'est mieux. Donc faites attention à ça. Et si vous avez une belle harmonie entre vos actions et vos pensées qui vous emmènent vers vos objectifs, alors il n'y a pas de doute, vous allez progresser. C'est plus ou moins tout ce que je veux vous dire. On se retrouve pour la petite conclusion dans un instant. Hello à tous, on se retrouve pour la petite conclusion. Vous ne me voyez pas, mais vous voyez déjà ce que je veux vous dire. Le principal message de cette vidéo, c'est merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas combien de temps ça a dû durer en tout, j'estime plus ou moins autour de 45 minutes, 1 heure. C'est beaucoup, vous avez donné de votre temps pour ça et je vous en remercie. J'espère que ces vidéos-là vous ont été utiles. Je ferai d'autres bouts de formation et de cours sur ce sujet-là. Là, on a vu la théorie, les fondements, les fondamentaux. Et maintenant, on va essayer d'appliquer cette théorie-là. J'estimais que c'était important de commencer par de la théorie. C'était pas forcément le plus rigolo, que ce soit pour vous à regarder ou pour moi à réaliser. Mais pour moi, c'était nécessaire. C'était vraiment la base de tout. Et donc maintenant, on va s'intéresser plus dans des séries vidéo qui arriveront peut-être dans quelques mois, peut-être quelques années, j'en sais rien, à des applications concrètes de tout ce que je vous ai appris ici. C'est-à-dire que vous avez maintenant les fondamentaux, vous avez toutes les clés en main pour appliquer ça à n'importe quel domaine. J'insiste vraiment, si jamais vous voulez vraiment que ces vidéos que vous avez regardées vous servent, vous avez déjà investi 45 minutes, 1 heure de votre vie pour apprendre des choses, mais ces choses-là ne vous servent à rien si vous ne les appliquez pas. Donc maintenant, c'est à vous de choisir, vous avez toutes les clés en main. Vous pouvez soit décider de tout simplement continuer votre vie comme avant, juste en connaissant plein de choses et en apprenant quelque chose, ou alors vous pouvez tout simplement décider d'appliquer ce que vous venez de voir à votre quotidien. Je vous conseille aussi de l'appliquer progressivement, ça ne sert à rien de passer, il y a un truc intéressant qui dit que tous les jours, 98% de nos pensées sont les mêmes que la veille, donc voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2% qui changent, donc utilisez ces 2% à bonne escient tous les jours. Voilà, ça ne sert à rien de faire 50%, de changer toute votre vie du jour au lendemain, ça ne marchera probablement pas. Faites une transition douce et fluide et ça se passera très bien normalement. Mais voilà, utilisez ce que je vous ai appris, sinon ça ne sert strictement à rien. J'espère vraiment que vous vous en servirez du mieux possible. Et dans de prochaines vidéos, je vous apprendrai à vous servir plus précisément de ces choses-là pour des domaines précis, notamment pour le domaine des études, qui est un domaine du coup que je maîtrise beaucoup mieux que le reste. Je vous apprendrai vraiment en quoi est-ce que tout ce que je vous ai appris là est applicable directement aux études et peut-être plus directement à l'école que j'ai fait, le PFL. Donc il y aura des vidéos comme ça qui sortiront, c'est probablement sûr, je ne sais pas quand du tout. Mais voilà, juste merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je pourrais peut-être vous demander un like et un abonnement, ça me ferait très plaisir. Si jamais mon contenu vous a plu, si vous avez été jusque là, si vous avez regardé toutes les vidéos, c'est probablement que ça vous a un minimum intéressé et ça m'a pris du temps, de l'énergie de faire tout ça. Et donc c'est pour ça que
un merci dans les commentaires ou un like ou un abonnement serait la meilleure manière de me remercier tout simplement et de me rendre un peu la monnaie de la pièce en espérant que ce que je vous ai appris vous serve un maximum. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous ai déjà gâché une petite heure de votre vie, donc on va essayer de vous libérer maintenant. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres aventures. Bye bye.